Une sage-femme arrive et me dit cette fameuse phrase qui résonne en moi chaque jour. C'est: mademoiselle, votre bébé il va pas bien, s'il meurt ce sera de votre faute, vous êtes mauvaise mère. Ma grossesse était très désirée, des gens me le demandent souvent parce que je suis tombée enceinte à 20 ans et déjà j'ai beaucoup de médecins qui m'ont dit vous êtes jeune. J'étais malade très rapidement. Au bout de 15 jours de grossesse, je vomissais beaucoup, j'avais très mal au ventre, donc j'étais aux urgences. C'était un interne qui m'a accueillie. Et donc cet interne, en fait, déjà j'arrive, donc je lui explique voilà, je suis enceinte, j'ai tel et tel symptôme. Il me dit comment vous savez que vous êtes enceinte? Je lui dis j'ai fait un test de grossesse. Et il me dit non, vous n'êtes pas enceinte, c'est pas avec un test de grossesse qu'on le sait. Je lui dis bon, d'accord, du coup, faites-moi une prise de sang ou quelque chose pour vous prouver que je suis bien enceinte. Donc je vais faire la prise de sang confirme que je suis bien enceinte. À la suite de ça, il me fait la première échographie endovaginale. Donc c'est une sonde qu'on insère dans le vagin pour voir l'utérus, pour voir où est placé l'embryon, etc. Donc déjà, bien sûr, il me demande pas mon avis, hein. Moi j'avais jamais vu ça de ma vie. Il m'enfonce ça comme ça me fait un mal de chien. Je lui dis qu'il me fait mal, il me dit y a pas le choix. Et sur le moment, j'avais aucune conscience, aucune connaissance des violences gynéco. Donc dans ma tête, je me disais juste faut que tu vives avec ce truc et tant pis pour toi, quoi, c'est comme ça. Et donc il me fait cette échographie, il me dit mademoiselle, c'est vraiment étrange, vous n'êtes pas enceinte, il n'y a pas d'embryon. Il me dit vous faites sûrement une grossesse extra-utérine, donc du coup il va falloir faire une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Voilà, il faut avorter. Et moi en fait, au fond de moi, déjà c'était un gros choc parce que ma grossesse était très désirée et j'étais super heureuse d'être enceinte. Et là, au bout de quelques heures à l'hôpital, on me dit faut tout arrêter pour au final quelque chose que je comprenais pas parce qu'en fait au fond de moi je savais que ça allait en fait. Donc il commençait à m'expliquer comment va se dérouler l'avortement, etc. Et je lui dis stop, on n'y est pas encore, moi je veux d'autres avis, vous avez regardé comme ça rapidement, mais voilà, je veux d'autres avis. Il me dit non, je vous explique comment on fait. Il n'était pas du tout à mon écoute, pas du tout empathique, pas du tout humain en fait. Et donc suite à ça, je lui dis excusez-moi, mais j'aimerais refaire l'échographie. Et en fait, je vais la faire moi-même. Je vais prendre la sonde moi-même et je vais le faire moi-même. Bon, il n'était pas du tout d'accord, mais je lui ai pas vraiment laissé le choix. Donc je me suis fait l'échographie, j'ai mis la sonde, j'ai trifouillé tout ça là-dedans. Et jusqu'au moment où sur l'écran, en fait, j'ai vu une toute petite bulle blanche. Et je lui dis c'est quoi ça? J'avais jamais regardé d'échographie de ma vie, mais ça ressemblait un petit peu comme un espèce de mini embryon en fait. Et puis il me dit c'est bien l'embryon. Je lui dis est-ce qu'il est au bon endroit? Il me dit oui. Et du coup, je lui dis donc en fait, juste parce que vous étiez trop pressé, vous vouliez pas me refaire d'échographie et là vous m'auriez fait avorter contre mon choix et contre ma volonté. Il me dit non mais mademoiselle, faut pas le prendre comme ça. Ouais. Donc ça a été ma première expérience. Ensuite, bien sûr, il a pas trouvé les raisons de mes douleurs. Bon, les vomissements, à la limite, les 3 premiers mois, ça peut être normal, mais faut savoir que ça a duré les 9 mois. Et la douleur qui était vraiment insupportable, qui était à peu près juste au-dessus du rein gauche. Pendant 9 mois, j'avais cette douleur qui me rendait vraiment folle. Des fois, j'ai eu des envies juste d'arrêter, de vivre, quoi. Parce que je supportais plus cette douleur. Et quand j'allais consulter, mademoiselle, c'est normal, vous êtes enceinte, faut vivre avec, c'est tout. Et il n'y en a pas un qui a une seule fois pris mes douleurs au sérieux et juste me faire un examen quelconque pour voir ce que c'était. Donc toute ma grossesse, en fait, on a minimisé mes douleurs, on m'a dit que c'était normal et que je devais vivre avec et que j'étais une chochotte. Et ensuite vient l'accouchement, qui est un peu, comme je dis, la cerise sur le gâteau. Où j'arrive à la maternité, donc déjà, pareil, je me sens pas bien, donc j'ai envie de vomir. Je demande dans les hôpitaux, il y a des espèces d'haricots en fait pour vomir, je demande ça, il n'y en avait plus. Donc du coup, je me vomis dessus. Une infirmière passe, m'aide à me déshabiller. Donc je me retrouve complètement nue, avec du vomi dans les cheveux, j'en avais partout. J'étais dans une salle en fait où il y avait une porte ouverte sur le côté. Personne n'a fermé cette porte, il y avait beaucoup de passages. Donc j'étais à poil. Complètement à poil, avec plein de vomi. En plus, j'avais encore envie de vomir, donc je me revomis dessus. Sauf qu'avec le poids du bébé, en vomissant, je me fais pipi dessus aussi. Donc la dignité, je pense que je lui ai dit au revoir à ce moment-là de ma vie. Je suis restée presque 1 heure comme ça, avec les gens qui passaient, qui me voyaient dans un état plus que déplorable. Et quand je demandais, s'il vous plaît, vous pouvez juste m'aider à me nettoyer ou me mettre un drap en fait, juste pour pas que je sois à la vue comme ça de tout le monde. C'était voilà, j'ai pas le temps, c'est bon, t'inquiète. Donc pendant plus d'1 heure, je suis restée comme ça. Bien sûr, en plus avec les contractions, la douleur et tout ça, encore une fois à cet instant-là, je me disais je serais mieux morte. L'expression être au bout de sa vie, elle prenait tout son sens. J'étais en salle de naissance, au moment voulu, ils m'ont posé la péridurale. L'interne est venue, elle était très sèche, très désagréable. Elle m'a dit de me mettre dans la telle position pour faire la péridurale et elle s'est loupée. J'ai pareil une douleur atroce. J'ai hurlé, ça a résonné partout. Et là, elle me dit c'est de votre faute, vous avez bougé. Et donc là, tu dis plus rien en fait, t'attends.
que ça passe et t'espères que ça se passe très vite. Ils ont bien voulu appeler un anesthésiste, un vrai anesthésiste pour me la faire. Lui, ça a été vraiment un amour, il m'a vraiment rassurée et j'ai rien senti du tout. Vraiment, je le remercie, ce monsieur. Bon, malheureusement, ça c'est pas de sa faute, mais la péridurale n'a pas fonctionné sur moi. Le moment venu où il a fallu que je pousse, j'avais toutes les douleurs. Par contre, j'étais complètement paralysée du bassin. Du coup, je pouvais pousser tout ce que je voulais et ça marchait pas. Une sage-femme arrive et me dit cette fameuse phrase qui résonne en moi chaque jour. C'est: mademoiselle, votre bébé il va pas bien, s'il meurt ce sera de votre faute, vous êtes mauvaise mère. Donc dans la précipitation, parce que le cœur de mon fils commençait à ralentir, ils appellent un gynécologue de garde. Ce gynécologue était italien, il avait un très fort accent italien. J'ai rien contre les Italiens, mais maintenant dès que j'entends parler italien, j'ai des crises d'angoisse. Parce que voilà, ça me remémore à chaque fois les quelques mots qu'il m'a prononcés. Et donc il me dit: on va faire une ventouse. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une ventouse. À peine il me dit cette phrase qui fait l'acte, donc il me rentre la ventouse à l'intérieur, il sort mon fils. Au passage, il me déchiquete tout, à l'intérieur, à l'extérieur, et il me jette mon bébé sur moi. Heureusement, mon mari était à côté, il a pu m'aider à le rattraper, parce que franchement, s'il n'avait pas été là, je ne sais pas si j'aurais réussi à le rattraper, il serait sûrement tombé par terre. Et à la suite de ça, ils ont voulu me recoudre à vif. Donc encore une fois, c'est à l'intérieur, à l'extérieur, voilà. Donc je bougeais. Donc on m'a encore engueulée, on me disait que fallait que j'arrête de bouger, que j'étais une chochotte, que c'était rien, que ça allait passer. Mais vu que forcément, même si tu te dis faut pas bouger, le corps instinctivement bouge. Donc ils ont enfin appelé un autre anesthésiste pour me faire une anesthésie générale. Encore une fois là c'est pas de leur faute, mais mon corps a complètement rejeté l'anesthésie, donc je ressentais tout. Par contre j'étais comme dans un coma en fait, où j'avais les yeux fermés, j'étais complètement paralysée, mais je ressentais la douleur. Et ça c'était peut-être un des moments les pires, parce qu'en fait je les entendais en train de me critiquer, en train de dire que j'avais gâché leur soirée, qu'un tel avait tel rendez-vous, que j'avais été une chochotte, que j'avais été l'un des pires accouchements depuis un moment. Et en même temps, il y avait l'autre qui était en train de me recoudre à l'intérieur et ils n'avaient aucune idée que je souffrais. Et donc du coup, il n'était pas du tout délicat. Donc ça a duré au moins 4-5 heures. Il y a des moments qui sont assez flous parce que je pense que je suis un peu partie dans les vapes aussi. Et donc le lendemain matin, ils m'ont remonté en chambre. J'avais des tampons de 30 cm chacun, j'en avais 2 dans le vagin pour aider la cicatrisation. J'avais une sonde urinaire parce que du coup je pouvais pas me lever. Donc bien sûr, les premiers moments avec bébé, c'est compliqué quand tu dois rester alité et que tu peux même pas juste tourner un petit peu pour lui donner son doudou, sa tétine, le caresser. Ça je pouvais même pas parce que vu que le lit était trop bas, le berceau trop haut, je pouvais même pas le toucher en fait. Heureusement mon mari était là Et puis il était là et je le remercie beaucoup. Parce que sans lui, je sais pas si j'aurais tenu. Alors beaucoup diront pourquoi il a rien fait. Tout simplement parce que au même moment quand on te dit que ton bébé il va pas bien, qu'il est à 2 doigts de mourir, tu laisses faire en fait parce que il y a sa vie aussi qui est en jeu. Et puis il y avait la mienne, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai fait une très grosse hémorragie et que du coup j'étais aussi à 2 doigts d'y passer. Donc dans ces cas-là, tu attends et t'espères juste que les 2 personnes que t'aimes vont s'en sortir en fait. Les semaines qu'on suivit ont été très compliquées. Je faisais énormément de cauchemars de ce qui m'est arrivé. Physiquement j'avais très mal, j'étais très fatiguée, j'étais exténuée. Beaucoup me disaient tu dois faire un baby blues, ça n'avait rien à voir avec le baby blues, c'était juste le contre-coup du traumatisme. Et suite à ça, quand j'ai commencé à me dire il y a vraiment un truc qui va pas quoi, c'est pas possible que tu vives comme ça et que ça continue, j'ai commencé à faire des recherches et c'est là que je suis tombée sur le terme violence gynécologique. Les violences obstétricales et gynécologiques sont tout un tas de violences qui ont lieu lors d'un contrôle gynécologique quelconque, lors d'un accouchement, lors d'un suivi de grossesse, lors d'un IVG. Ça peut être soit physique, soit psychologique aussi. Que ce soit un gynécologue ou d'ailleurs n'importe quel médecin, il doit demander le consentement du patient avant tout examen. Quand le gynécologue veut faire un examen, soit un frottis, soit mettre un spéculum pour palper la poitrine, on doit toujours demander le consentement avant. Et c'est là que j'ai eu envie d'échanger en fait avec d'autres femmes qui avaient vécu des choses similaires aux miennes pour me sentir moins seule en fait, tout simplement. Beaucoup de femmes me disent je sais que mon témoignage n'est pas aussi pire que les autres que tu postes, mais voilà ce que j'ai vécu. Et souvent ce sont les pires témoignages. Et c'est là qu'en fait tu te rends compte que les femmes en fait vraiment minimisent ce qu'elles ont vécu. Et en fait, même elles n'en ont pas conscience. Il y a des femmes qui m'ont raconté des viols gynécologiques, mais atroces. Mais en fait, c'est que quand tu leur dis, mais tu sais ce que tu as vécu, en fait, c'est un viol. Là, la révélation a fait, ah mais oui, ah mais t'as raison. Il y a beaucoup de témoignages qui m'ont beaucoup marqué. Donc là, je vais vous en lire un de ceux qui m'ont le plus perturbée. Donc j'ai subi une IMG à l'âge de 18 ans.
J'insiste sur le M, car ici on parle bien d'interruption médicale de grossesse et non volontaire. Je le précise car la gynécologue qui s'est occupée de moi à l'époque a avoué par la suite avoir réagi comme elle l'a fait car elle pensait qu'il s'agissait d'une IVG. Même si cela ne l'excuse en rien, ça démontre son incompétence. J'ai donc 18 ans et je suis enceinte de mon premier enfant. Malheureusement, on me diagnostique une maladie très rare, à un stade avancé. L'ensemble de mes organes est touché, tous les professionnels de santé que j'ai vus m'ont dit que je n'aurais pas dû faire d'enfant à mon âge et qu'ainsi je n'aurais pas eu de problème. Le jour de l'IMG, je me rends à l'hôpital 2 heures après la prise du cachet abortif. La gynécologue m'envoie balader en me hurlant dessus. Elle me dit que je dois attendre le lendemain comme prévu avant de me rendre à l'hôpital. J'insiste en lui disant que je pense avoir des contractions. Elle maintient que je mens et que je n'ai qu'à prendre du Spasfon. Pour me prouver que j'ai tort et que j'invente ces contractions, elle me fait une échographie vaginale. Elle me regarde avec un sourire et me dit « Oups, j'ai remonté le bébé, il était en train de sortir ». Mais mort pour mort. Elle venait de me dire de manière ludique et décontractée qu'elle venait de faire remonter le corps de mon enfant, mort dans mon ventre, avec sa sonde. Le choc total. J'insiste quand même pour que l'on me garde à l'hôpital, mais elle refuse. Après que mon conjoint l'ait menacée de porter plainte, elle accepte mais refuse que des sages-femmes viennent me voir. J'ai accouché 10 minutes plus tard, seule, dans les toilettes d'une petite fille, à 5 mois de grossesse. La gynécologue ne s'est jamais excusée, mais m'a demandé pourquoi je pleurais alors que je voulais une IVG. J'ai dû lui expliquer que c'était une IMG, que cette interruption n'était donc pas à strictement parler volontaire. Une professionnelle aurait dû connaître cette nuance fondamentale. Elle a refusé de me dire ce qu'ils avaient fait du corps de ma fille. Elle m'a apporté un certificat de décès et m'a demandé de quitter au plus vite l'hôpital et de ne jamais parler de cette histoire. Je ne sais pas si elle exerce encore, mais désormais, j'ai la phobie des médecins. Le message que j'aimerais vraiment porter avec mon livre, c'est d'oser en parler, oser dire stop, oser dénoncer. Parce qu'en fait, moi je vous crois déjà, et il y a plein de personnes qui vous croiront. Il faut vraiment oser dénoncer parce que c'est en dénonçant tous et tout ensemble qu'on va vraiment pouvoir faire bouger les choses. Si vous vous rendez compte que vous êtes 15 à avoir vécu des mêmes violences d'un même médecin, forcément ça va faire effet boule de neige encore une fois. Et là, ça va avoir de l'importance et de l'influence. Et donc c'est comme ça en fait qu'on va éradiquer un petit peu tout ce phénomène. Et c'est tous les médecins qui sont en formation en ce moment, les médecins de demain, il faut qu'ils prennent conscience de tout ça. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Des fois, il suffit juste de leur en parler, de leur dire voilà, ce que vous venez de faire, ça m'a pas plu, c'était très violent pour moi. De leur dire leur cas de vérité en face. Alors il y en a qui vont être butés, qui auront un ego surdimensionné, qui vous enverront péter. Mais il y en a aussi qui vont vraiment se remettre en question et ça arrive aussi. Donc j'ai reçu déjà des témoignages comme quoi des femmes ont confronté vraiment leur gynécologue, leur ont vraiment dit ce qu'elles avaient ressenti et finalement ils en sont ressortis tous les deux grandis où le gynécologue a reconnu ses torts et finalement il se voit toujours, c'est toujours son médecin et ça se passe très bien. Donc vraiment oser dénoncer et oser aussi en parler à la personne qui est en face de toi et de lui dire vous voyez là ce que vous êtes en train de faire, ça se fait pas et c'est très blessant pour moi.